Les spécialistes avec Honoré Adontui. Pour la deuxième fois consécutive, le Togo ne sera pas la Coupe d'Afrique des Nations à 24 en 2022. La faute à la dernière désillusion à domicile mardi face à l'Égypte qui l'a emporté 1-3. Une déconfiture avancée que beaucoup imputent au sélectionneur Claude Leroy en pose depuis déjà 4 ans et 7 mois. Quel bilan peut-on dresser de la participation des éperviers aux éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 et quelles perspectives pour rebâtir une équipe beaucoup plus compétitive? Des invités en studio pour les spécialistes de ce vendredi exclusivement consacré à la sélection de football du Togo. Pyramide FM, bonsoir et bienvenue. Pyramide FM, heureux de vous servir. Antoine Folly, bonsoir. Bonsoir Honoré. Comment allez-vous? Très très bien, et vous-même? Ça va, par la grâce. Antoine Folly, je rappelle, il est ancien ministre des Sports, ancien président du comité de normalisation de la Fédération togolaise de football. À ses côtés, nous avons David Assimadi. David, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous. David Assimadi, comment allez-vous? Super bien, merci. David Assimadi, il est journaliste et rédacteur en chef de Pyramide FM. 9 ans en principe à avoir Pasteur et Commis. Nous attendons impatiemment qu'ils nous rejoignent dans ce studio pour cette émission exclusivement consacrée à la sélection du football du Togo par rapport à son élimination. C'était mardi au stade de Kégué. C'est une semaine beaucoup plus sombre pour le football togolais sous la houlette de l'entraîneur Claude Leroy. Les éperviers sont éliminés pour la deuxième fois de suite de la CAN et de surcroît des CAN à 24 pays. Et à 2 journées de la fin des éliminatoires, le Togo reste bon dernier avec un petit point. Et pourtant, dans ce groupe composé de l'Égypte, du Kenya et des Comores, le Togo avait pourtant, encore une fois, sa place et son mot à dire. Mais finalement, ne sera plus de rendez-vous du Cameroun en 2022. Antoine Folly, comment peut-on expliquer cette série de déconvenues que connaît le Togo depuis quelque temps? Non, est-ce qu'il s'agit de l'expliquer? Pour le moment, on constate tout simplement. On constate que après 8 participations à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière, je crois, c'était en 2017 au Gabon. 2017 au Gabon. Et bon, ben, le Togo, cette année, ne sera pas qualifié pour la prochaine édition. Et depuis 2006 ou un peu avant, je crois que c'est la première fois que le Togo manque 2 fois de suite la phase finale de la CAN. Je crois que tout le monde est déçu, une profonde déception que je comprends et que je partage, parce que j'aime beaucoup le football, mais j'aime encore plus notre équipe nationale. Bon, voilà, je suis aussi déçu que beaucoup de Togolais. On constate, peut-être que tout à l'heure dans l'émission, on ira plus à fond sur, sur les perspectives d'avenir, parce que le Togo est là, le Togo aura toujours une équipe nationale, il faut maintenant penser à l'avenir. David, beaucoup avaient cru jusqu'à la dernière minute que un espoir serait peut-être fait sur les 2 derniers matchs contre l'Égypte, surtout que l'Égypte n'est plus aussi la grande équipe qu'on connaissait. Mais Reto Verso, le Togo a perdu les 6 points. Et il n'y a plus d'illusion à se faire, parce qu'il y en a qui croient toujours que le Togo peut jouer 2 matchs et avoir quelque chose. Oui, c'est fait. La sentence a été prononcée, le Togo est éliminé. Comment pourrait-on avoir 1 point sur 12 et pouvoir notamment se qualifier devant des équipes qui ont totalisé jusque-là 8 points sur 12? Ce n'est pas possible et c'est totalement lamentable d'afficher ces chiffres-là. 3 défaites et puis un match nul en 4 rencontres. Jamais de mémoire de journaliste, je me souviens d'avoir eu ces statistiques d'un entraîneur, fût-il togolais ou expatrié. Je pense que la crise qui couvait depuis longtemps
donné lieu notamment à une explosion et en principe, les autorités devraient tirer la conséquence de cette situation pour notamment redonner la chance au sport et au foot au Togo. Antoine Folly, à l'arrivée de Claude Leroy, on parlait de reconstruction. Aujourd'hui, on a quand même une équipe complètement remodelée. Oui, vous savez, en football, c'est vrai, ce qui compte, ce sont les résultats. Hein, les résultats sont là. À l'arrivée du sélectionneur, je crois qu'au classement FIFA, le Togo était en 90, 91e au classement mondial. Et aujourd'hui, nous sommes 126e. Donc, ça veut dire qu'en matière de résultats, nous n'avons pas progressé, nous avons régressé. Et ça, c'est un fait. Et comme je le disais tout à l'heure, pour la première fois depuis les années 2000, le Togo va manquer 2 fois de suite une phase finale de la CAN. Nous sommes la première nation, nous avons été la première nation éliminée lors de la 4e journée. Et bon, maintenant, il reste 2 matchs de rencontres à jouer. Contre le Kenya et les Comores. Voilà, et les Comores, dont un match à domicile et un match à l'extérieur. Bon, donc, de toute façon, je vais dire mathématiquement, bon, ça peut dire que bon, c'est fini. Il faut se rendre à l'évidence. Le Togo est éliminé de la prochaine CAN au Cameroun, je crois. Au Cameroun. Voilà, au Cameroun. Voilà. Bientôt, les prochains matchs, je crois que ça va être au mois de mars. Au mois de mars, les deux derniers matchs. Les regards se tournent désormais vers les qualifications, les éliminatoires de la Coupe du Monde qui démarrent 2 ou 3 mois après, qui démarrent en juin. Nous sommes dans un groupe bon, quand même, où il y a, je crois, le Sénégal. Le Sénégal qui jusqu'à présent a fait un sans faute, 4 matchs, 4 victoires. Bon, donc, c'est les deux premières équipes qui participent après au playoff pour le choix des 5 représentants de l'Afrique. Bon, est-ce qu'il y a des espoirs pour une qualification à la Coupe du Monde? Vu les résultats que nous avons eus jusqu'à présent, on est tous en droit d'en douter. Voilà. Alors, vous disiez qu'il y a une perspective de reconstruction d'une équipe. Bon, c'est vrai que bon, quand on reconstruit une équipe, bon, on voit quand même de la progression, on voit des améliorations. Moi, je me souviens quand Didier Deschamps avait pris l'équipe de France, je crois qu'il était arrivé en 2012. Quand ils sont allés à la Coupe du Monde en 2014 au Brésil, bon, ben, la France n'a pas gagné la Coupe du Monde. Mais tout le monde a été d'accord pour reconnaître qu'un groupe, en 2 ans, Didier Deschamps avait mis en place un groupe et que ce groupe avait de l'avenir. Quart finaliste. Voilà. Donc ils ont été quart finalistes, mais que ce groupe avait de l'avenir. Et ça, tout le monde était unanime là-dessus. Ben, 4 ans après, ce groupe a gagné la Coupe du Monde. Bon, donc, c'est ça les perspectives. Si au moins aujourd'hui, nous sommes d'accord pour constater qu'un groupe solide a été mis en place et que notre équipe nationale a des perspectives, de bonnes perspectives pour l'avenir, bon, on peut essayer de s'en contenter. Mais même ça, franchement, aujourd'hui, on est en droit de douter hein, de l'optimisme dont certains continuent de faire preuve. C'est ça, moi, qui me met mal à l'aise. David, il n'y a rien à prendre sous Claude Leroy? S'il y a quelque chose à prendre, c'est beaucoup de défaites. 11 défaites. Il y a 9 matchs nuls et 8 victoires. Et ces victoires-là, il n'y en a que 2 en match officiel.
ce 5-0 à Djibouti pendant que Tom Saintfiet a déjà fait labourer le terrain. Et Tom Saintfiet revendique notamment cette qualification du Togo pour Gabon 2017, vous vous souvenez. Il a déjà tout planifié, il a déjà fait le travail avant que n'arrive Claude Leroy. Et s'il le soutient, eh bien Claude Leroy apporte de l'eau à son moulin, puisque derrière, lui-même n'est jamais arrivé à qualifier le Togo pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, qui plus est à 24 équipes. Souvenez-vous, en 72, il y avait que 8 équipes, le Togo s'est qualifié. Derrière, il y a eu 16 équipes, avec Gueuler et les techniciens qui se sont succédés à la tête du Togo. Le Togo s'est plus ou moins régulièrement qualifié pour les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, à une CAN à 24, c'est totalement incompréhensible que le Togo, qui a haussé en un moment son niveau de jeu en équipe nationale, c'est totalement incroyable que malgré toutes les qualités dont on nous a fait part, parlant de Claude Leroy, il n'y ait jamais eu d'acquis avec lui. Malheureusement, ce qu'on a pu noter est du côté négatif. Ce ne sont que des négativités en termes de résultats. Parce que quand vous prenez une sélection nationale, Fagnon, c'est quand même beaucoup de valeur que véhiculent les joueurs qui sont convoqués. Mais aujourd'hui, on se rend compte que il y a des joueurs qu'on prend dans les centres de formation qui n'ont jamais joué de deuxième division, de première division, qu'on convoque rapidement en équipe nationale. C'est comme lancer un petit poisson en haute mer. Non mais il va couler. Et je pense que c'est le cas. Il y en a qu'on a pris directement dans les centres de formation, qu'on a injecté rapidement en équipe nationale. Il y en a qui n'ont pas suffisamment d'expérience, qu'on amène en équipe nationale. C'est deux mondes totalement différents. Et moi, j'ai le sentiment que quand on dit j'ai un projet de reconstruction de cette équipe nationale, c'est un travail de longue haleine. On en a parlé tout à l'heure, 2012 pour Didier Deschamps, qui a travaillé sur la durée après l'Euro. C'est bien la Coupe du Monde. La France, c'est carrément autre chose. Ah oui, il faut en réalité, il faut s'inspirer des modèles pour se construire en réalité. Pourquoi est-ce qu'il y a des modèles? C'est parce qu'ils font bien, qu'il faut prendre exemple sur eux et travailler pour gagner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et quand vous construisez une équipe sur la durée, c'est qu'il doit y avoir un noyau. On n'a jamais eu de noyau avec le Leroy. Quand vous faites un peu le calcul, les joueurs qui font leur entrée et les sorties, quand vous les calculez, ça fait une cinquantaine de joueurs. Ça crée une instabilité au niveau de l'équipe. Il y a une absence de cohésion, le tout triplé par le caractère naïf de ceux qu'on convoque qui ne font pas le job. Comment pourra-t-on mettre un attaquant de métier comme latéral? Que va-t-il donner? Comment voulez-vous qu'un numéro 9 nominal vienne jouer le rôle de récupération alors que l'autre qui est un ailier, un attaquant de pénétration, on le met en tant que numéro 9 nominal? Quoi faites-vous à Légion David? Quand je prends Gilles Sounou par exemple, sur le dernier match, par exemple, qu'on met en tant que milieu, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas tout le coffre pour avoir le ballon, mettre le pied sur le ballon, distiller. En réalité, Gilles Sounou, vous le mettez sur le côté où il peut faire le job, ou vous le mettez numéro 9, il va faire le job. Quand vous mettez un buteur comme Fodo, vous le positionnez comme presque latéral et puis ailier. Qui va mettre le but? Quand vous mettez sur le banc Denke Kevin, qui est un attaquant technique, rapide, qui joue dans le petit périmètre, qui peut avoir le sprint, qui peut, demander de la profondeur et aller marquer. Quand vous le mettez sur le banc, vous mettez les atouts, pas de votre côté, mais vous mettez vos atouts contre vous. Et malheureusement, ce problème de casting également a été fatal pour la sélection nationale. Mais au-delà de tout,
la question de la lecture de jeu, la question de la vision et des projets de jeu ont trouvé un échec totalement patent et c'est dommage. C'est bien, mais Antoine Folly, il faut forcément aussi également situer la responsabilité. Et Claude Leroy n'est pas seul avec cette équipe-là. Il avait des joueurs, il a un staff, il y a une fédération, il y a le gouvernement. C'est un ensemble. Il faut commencer par situer les responsabilités. Ce qui est sûr, on ne sera pas à la prochaine CAN. Ça fait une défaite de plus pour le Togo. Deux fois de suite, on l'a dit, à une CAN. Il faut commencer par situer les responsabilités. En commençant par les joueurs. Claude Leroy, il a eu à convoquer plein de joueurs. Est-ce que sur le terrain, là, ces joueurs ont donné ce qu'ils ont? Non, vous savez, lorsque un sélectionneur, c'est celui qui prend les meilleurs joueurs du moment pour former une équipe et livrer un match. Ce n'est pas un entraîneur. Ce n'est pas quelqu'un qui prend un joueur, qui le forme, qui le fait devenir quelque chose dans la durée. Bon, donc ça, c'est la première chose. Moi, je ne veux pas. Vous savez, quand on va au stade, que vous avez par exemple 80 000 spectateurs, il y a 80 000 sélectionneurs. Donc quand j'entendais David Assoufani tout à l'heure, je me dis, ah, ça me rappelle certains matchs chauds du stade de Kégué, où les spectateurs, chaque spectateur avait son équipe, avait ses hommes, enfin ses joueurs. Donc il y avait quand même des évidences qui sautaient au jeu. Disons que non, moi je ne veux pas me prononcer sur les choix tactiques et techniques du sélectionneur. Moi, je m'en tiens au constat. Le constat est qu'il y a une insuffisance de résultats. Le Togo ne s'est pas qualifié pour la CAN 2019. Le Togo ne va pas être à la prochaine CAN 2022. Voilà, moi je m'en tiens à cela. Alors, j'appelle ça une insuffisance de résultats par rapport aux objectifs qui étaient fixés. De toute évidence, il y a très peu de chances aujourd'hui que le Togo, dans les conditions actuelles, toutes choses restant égales par ailleurs, c'est-à-dire si rien ne change, il y a très peu de chances pour que le Togo puisse atteindre les playoffs pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, donc moi je m'en tiens à ça. Je ne veux pas porter de jugement sur le travail qui a été fait par le sélectionneur. Maintenant, lorsqu'on est un sélectionneur avec cette responsabilité-là, on l'assume. On l'assume. Aujourd'hui, il y a une insuffisance de résultats. Et déjà, la non-qualification en 2019 avait fait jaser beaucoup de gens. Il avait même promis qu'il allait démissionner. Effectivement, je me souviens s'il n'y avait pas de... Et c'était tout à son honneur, parce que lorsque vous avez cette responsabilité-là et que vous échouez de cette façon, c'est tout à fait normal que, pour donner une nouvelle dynamique au groupe, pour permettre à un autre sélectionneur peut-être d'essayer autre chose, d'essayer d'autres tailles, parce que chaque sélectionneur, un sélectionneur est un technicien du football, chaque sélectionneur a ses méthodes, il a ses techniques, il a ses petits secrets. Bon, alors peut-être que pour permettre à quelqu'un d'autre d'essayer autre chose, bon, il lui était plus facile à cette époque-là que le sélectionneur assume ses responsabilités et tire les conséquences de l'insuffisance de résultats et démissionne de lui-même comme il l'avait promis. Ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, avec la non-qualification pour la CAN, pour la prochaine CAN 2022, il faut reconnaître que le maintien du sélectionneur à la tête des éperviers, malgré ses échecs, malgré ses insuffisances de résultats, je parle plus d'insuffisance de résultats que d'échecs. Bon, l'échec, c'est par rapport aux objectifs qu'on lui a fixés. C'est pas moi qui les ai fixés. Bon, donc, moi, je constate qu'il y a insuffisance de résultats. Et lorsqu'on est un sélectionneur et qu'on arrive à ce constat d'insuffisance de résultats, je crois que le bon sens commande que l'on se retire soi-même.
le fair play le commande. Le fair play le commande. Pour lui, il faut de la patience quand on reconstruit. Oui, mais bon, quand on reconstruit, ben, vous savez, quand on n'est pas, on peut reconstruire, mais tout en reconstruisant, il faut donner des résultats. Et il faut que ces résultats montrent que quelque chose est en cours de construction. Or, aujourd'hui, il n'y a rien qui permette aux Togolaises et aux Togolais de dire que quelque chose est en cours de construction. Je donnais l'exemple tout à l'heure de Didier Deschamps en 2012 à la Coupe du Monde au Brésil. Moi, j'ai suivi, j'ai suivi le parcours de l'équipe de France. Je me suis dit, ce groupe-là dégage quelque chose. Il y a quelque chose qui... Voilà, on sent qu'un groupe est en cours de formation et que ce groupe va faire quelque chose d'extraordinaire dans le futur. Chez nous, aujourd'hui, il n'y a rien en termes de résultats, en termes de cohésion de groupe, en termes, sur le plan, que ce soit sur le plan, même sur le plan sportif, il n'y a rien qui nous permette aujourd'hui de dire que les choses iront mieux dans un futur, dans un futur très proche. Bon, le futur le plus proche, c'est l'année prochaine, les éliminatoires de la Coupe du Monde. De la Coupe Donc les du joueurs Monde. n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui? Non, mais vous savez, les joueurs ne demandent pas à venir à l'équipe nationale. C'est le sélectionneur qui les choisit. C'est le sélectionneur qui choisit les joueurs, les meilleurs joueurs du moment. Donc, quand ça ne va pas, quand il y a cette insuffisance de résultats, on ne change pas les joueurs. On ne peut pas renvoyer les joueurs. Donc, le bon sens veut que ce soit le sélectionneur qui assume, qui tire les conséquences de cette situation et qui se retire. Mais il n'a pas fait en 2019. Est-ce qu'il va le faire maintenant ou il ne va pas le faire, ça, je n'en sais rien. Mais le bon sens voudrait qu'il se retire pour donner une nouvelle dynamique, pour favoriser une nouvelle dynamique au sein de l'équipe nationale. Maintenant, s'il ne le fait pas, je sais que les Togolais, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Les Togolais sont nombreux aujourd'hui à réclamer la tête de Claude Leroy, du sélectionneur, etc., etc. Mais, à mon avis, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles peuvent paraître. Parce que il ne suffit pas de dire que le sélectionneur dégage pour qu'il dégage. Non. Il reste quoi? D'abord, non, mais les choses sont parfois plus compliquées que ça. Faire partie d'entraîneur, c'est devenu de la mer à boire. Mais alors pourquoi il n'est pas encore parti? Vous voyez? Parce que, non, il faut tenir compte de certaines choses. Qui l'a nommé sélectionneur? C'est certainement la fédération. Mais qui l'a recruté? On a vu un beau matin comme ça débarquer à la présidence. Non, mais voilà des questions qu'il faut se poser. Il a été nommé par la fédération, c'est normal qu'il soit nommé par la fédération, puisque c'est la fédération qui, vis-à-vis des instances internationales du football, représente le football togolais. Donc, c'est à la fédération de dire, voilà, monsieur Tan est désormais le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Togo. Bon. La fédération l'a nommé, mais est-ce pour autant que la fédération a la possibilité de mettre fin à son contrat? Je ne suis pas sûr. Donc, le contrat, moi, quand j'étais, que ce soit au ministère ou à la fédération, j'ai toujours fait en sorte qu'il y ait de la transparence dans la gestion des contrats des sélectionneurs, parce que la gestion des contrats des sélectionneurs a toujours donné lieu à des supputations, etc. Donc, moi, j'ai toujours veillé à ce que les choses se fassent dans la transparence. Or, aujourd'hui, bon, le contrat, vous vous souvenez, le contrat de Tom Saint-Pete, bon, tout le monde le connaissait. On n'avait rien caché. Bon, donc, y compris même son salaire. Voilà. Bon, il avait à l'époque un salaire de 7 millions par mois. Tout le monde le savait. On n'avait rien caché. Et cela s'est fait avec son accord. Aujourd'hui, personne ne sait ce qui est écrit dans le contrat de l'actuel sélectionneur. Et moi, quand j'ai écrit les contrats,
recrutement des sélectionneurs, je me suis toujours mis du côté du Togo. C'est-à-dire, j'ai toujours fait en sorte que s'il y avait insuffisance de résultats, que le Togo puisse, enfin, que ce soit l'État ou la fédération, j'ai eu à gérer les deux, que ce soit l'État ou la fédération, puisse, sans problème, mettre un terme au contrat lorsqu'il y a insuffisance de résultats. Bon, quand Tom Saint-Fit est parti, on lui a notifié elle a fait la résiliation de son contrat. Du jour au lendemain, on l'a appelé un matin, on lui a dit votre contrat est terminé. Il est parti. Est-ce qu'il y a eu esclandre? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des conflits, des litiges à la FIFA, etc., etc. Le contrat a été rédigé de telle sorte que le Togo ne puisse pas subir quelque préjudice que ce soit lorsque il faut que, quand il y a insuffisance de résultats, il faut que celui qui a recruté puisse contractuellement se donner le droit de mettre fin au contrat. Moi, visiblement, est-ce que ce n'est pas trivial pour tout contrat? Oui. Visiblement, il y a des difficultés. Il y a des difficultés à mettre fin au contrat de monsieur Claude Leroy. Voilà, monsieur Claude Leroy. Il y a des difficultés. Il faut regarder ce qui est écrit dans le contrat. Malheureusement, ce contrat est classé secret défense. Donc, personne ne peut savoir ce qui est écrit. Donc, voilà, on est obligé de faire avec. Jusqu'à quand? Bon, peut-être que nos dirigeants vont nous répondre. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, et sur ce plan-là, je tiens vraiment à dédouaner la fédération. Parce que je suis persuadé que si le bureau exécutif de la fédération avait la pleine gestion du sélectionneur, du contrat du sélectionneur, la pleine gestion de l'équipe nationale, des décisions auraient déjà été prises. Voilà. Mais la gestion aussi, c'est une question de responsabilité. Quand vous êtes là et vous n'avez pas les mains libres, vous n'avez pas le pouvoir, il faut parler. Non, mais il faut parler. Les faits sont, les choses sont ce qu'elles sont. Donc, ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Quand si vous étiez à la place du colonel Apoyo aujourd'hui, qu'allez-vous faire? Non, mais je ne suis pas à sa place. Donc, si vous étiez à sa place? Non, mais non, moi je ne sais pas. Je viens de vous dire que je ne sais pas ce qui est écrit dans le contrat. Lui, il le sait peut-être. Mais puisque vous le dédouanez ici? Ah non, mais parce que je connais bien le contexte et je sais que si la fédération avait eu, le comité exécutif avait la pleine gestion de ce cas, eh ben, c'est bien l'actuel président de la fédération qui a mis fin au contrat de Tom Saint-Fit. Bon, s'il ne peut pas le faire avec l'actuel sélectionneur, ben c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. David, sur cette échelle internationale, on parle de manque de joueurs, de manque de matériel pour Claude Leroy. Vous avez suivi cette émission? Claude Leroy n'a jamais eu de problème de matériel. Il a tout obtenu. Est-ce que depuis 2016, pendant que le technicien français au Togo, est-ce que vous avez entendu parler, comme par le passé, de problèmes de primes, de problèmes d'avion? Est-ce que vous avez, est-ce qu'il s'est plaint une fois qu'il n'a jamais obtenu quelque demande que ce soit? Non. Et depuis son arrivée, le Togo a toujours disputé des matchs de la ligne FIFA. Il a toujours disputé. Or, avant, les techniciens qui étaient là avaient toujours eu de ces difficultés. Je pense que il ne faut pas se cacher comme l'autruche. Il faut voir les réalités en face. Même si aujourd'hui, la responsabilité incombe également à la fédération qui n'a pas veillé à ce que les choses aillent normalement jusqu'au bout. Parce que je présume que le fait aussi de ne pas asseoir véritablement les championnats de jeunes et faire la promotion des sélections de jeunes, ça a impacté également ces résultats. Parce que avoir des sélections de jeunes qui soient compétitives,
devrait notamment donner du capital humain à Claude Leroy. Maintenant, lui-même, depuis 4 ans, il a parlé de reconstruction. Et comment fait-il de la reconstruction en équipe nationale depuis 4 ans et on n'a jamais eu de résultats? Ce qui veut dire tout simplement que c'est un saut dans le vide. Tout fonctionne par pilotage automatique. Et si sur 4 ans, 87 mois, et on n'a eu que 2 victoires en match officiel, non mais ça pose un problème criard de conviction de ces projets pour en arriver notamment à ces réalisations. Moi je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, à 72 ans révolus, Claude Leroy devrait se rendre compte de son manque de lucidité et notamment quitter le bateau pour permettre à un technicien plus vif, plus jeune, plus dynamique, plus ambitieux, plus innovant de pouvoir venir pour faire notamment la réalisation de ces projets qui ne doit faire que l'adéquation avec l'ambition du football togolais. Mais David, en dehors des problèmes matériels que vous refutez, on parle également de manque de joueurs depuis le départ d'Adebayor. Une seule hirondelle ferait-il alors le printemps? Je précise bien qu'Adebayor était là avec la sélection lorsque le Togo ne s'est pas qualifié pour la CAN 2019 qui était une CAN à 24. Alors que fait alors le sélectionneur des championnats nationaux qui constitue en réalité un vrai vivier? Parce que quand vous parlez d'Adebayor, ça fait une exception parmi ce groupe-là qui était qualifié pour la Coupe du Monde 2006. Quand vous parlez de Agasak aussi, il a fait l'étoile filante, et c'est le championnat national. Les Bombay Daré a fait Asco de Cara, c'est le championnat national. Quand vous parlez notamment des Ameou Komlan, des Koubadja Kader, Nuchujek aussi, toute la panoplie de ces joueurs-là, en fait, sont venus du cru local. Ce qui veut dire qu'il fallait donner le pouvoir, donner de la valeur au cru local, faire sa promotion. Mais Claude a appelé comme des joueurs locaux. Eh bien, comment est-ce qu'il les utilise? Comment les a-t-il pris? Souvenez-vous, pour obliger Claude Leroy à faire confiance au championnat, eh bien, il faut que la presse, notamment Tempête, pour l'obliger à prendre certains joueurs. Parce que lui-même, il ne va jamais au stade. Rarement, il va au stade. Et quand tu envoies notamment tes adjoints pour regarder un peu les matchs, de la manière dont ils les ont vécus, toi-même, tu les vis pas comme ça. Et les ressentis, le sentiment que ça donne, le déclic que ça donne dans la tête, et quand vous avez le coup d'œil pour savoir si ce joueur-là, il est très bon, eh bien, il faut vivre ça. Il ne faut pas le vivre par délégation de pouvoir ou bien par procuration. Je pense que ça aussi a manqué fondamentalement pour que ce résultat médiocre n'arrive. Je ne veux prendre en exemple que les éliminatoires du CHAN que le Togo a disputé. C'est avec les joueurs locaux qui jouent dans un championnat amateur. Et quand vous regardez ces derniers matchs-là avec le Nigeria, qui est un championnat professionnel, dont les joueurs sont payés à plus de 2 millions le mois, alors que ça ne fait pas encore le centième du côté du Togo, c'est le jour et la nuit. Ça voudrait dire qu'il y a eu de la détermination, de la hargne, et sur cette hargne et sur cette détermination, je pense qu'on pouvait construire notamment un chantier pour lancer ces jeunes-là, leur donner de la responsabilité. Mais quand vous allez prendre un joueur de 7e division, un joueur d'un centre de formation, quel vécu il a pour incarner les ambitions de la sélection pendant les gros matchs? Il n'y en a pas, malheureusement. On a manqué cruellement de vision, on a manqué également de management et de savoir-faire, et on a peut-être laissé libre cours à ses sentiments, à de la subjectivité, parce que je ne peux pas comprendre qu'un joueur qui est arrivé au dernier moment, je voudrais bien parler de Mathieu Dosevi, qui ne s'est entraîné en Égypte qu'une seule fois avec ses coéquipiers, qu'on puisse vouloir le titulariser. Ce n'est pas normal. Et il a fallu
que certains 2-3 cadres se lèvent pour dire non, il ne peut pas, parce que physiquement, il n'est pas prêt pour que Claude Leroy rebrousse chemin. Ça pose un réel problème, parce que physiquement, vous ne pouvez pas tenir. Et vous avez regardé Mathieu Dossevi quand il est entré en jeu, on a eu le sentiment qu'il a joué déjà 90 minutes. Si on ne peut pas arriver à détecter ces petites coquilles et corriger, eh bien, je pense que la sélection nationale va être notamment un lieu d'amusement. Monsieur Folly, oui, Claude Leroy, bon, c'est vrai quand il n'y a pas le résultat, très souvent, c'est le sélectionneur. Et ici, il a pris du temps, 4 ans, 7 mois, je crois que c'est la première fois pour un entraîneur au Togo de gérer de cette façon. Et il a quand même eu beaucoup de moyens à son niveau également. Mais quelle est la vision de l'État, selon vous, en maintenant Claude Leroy à la tête de la sélection, malgré cette série de défaites? Non, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut poser la question. Il faut poser la question. Ça se discute comment? Non, c'est pour cette raison que je disais tout à l'heure qu'il faut dissocier les choses. La fédération qui a nommé Claude Leroy n'est pas forcément celui qui l'a recruté. Et encore moins celui qui le paye. Ça, je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Et le fait que ce soit l'État, directement ou indirectement, qui recrute le sélectionneur et le mette à la disposition de la fédération, c'est vrai que ça pose souvent des problèmes. Donc, c'est pour cette raison que moi j'ai toujours préconisé qu'on mette en place, conformément aux recommandations de la FIFA, ce qu'on a appelé la convention d'objectifs entre l'État et la fédération. Et que l'État ne se mette pas à vouloir jouer le rôle dévolu à la fédération et vice-versa, que la fédération ne se mette pas à vouloir jouer le rôle dévolu à l'État. S'agissant, par exemple, je prends un exemple tout simple, s'agissant du sélectionneur, je comprendrais, par exemple, qu'on dise, voilà, le sélectionneur fait son budget pour l'année. Il dit, voilà, les matchs amicaux, etc., le matériel, etc. Voilà, j'aurais besoin de tant millions pour l'année. Plutôt qu'à chaque fois on aille s'adresser à l'État pour cet argent, mais que l'État mette cet argent à la disposition de la fédération avec un système de contrôle et laisse les mains libres à la fédération pour gérer, pour accomplir sa mission. Parce qu'il y a là-dedans aussi un service on appelle ça une mission de service public qui incombe la fédération. Donc, que l'État mette les moyens financiers à la disposition de la fédération et laisse la fédération gérer, que l'État laisse la fédération recruter le sélectionneur selon une procédure transparente, concurrentielle, et que l'État laisse la fédération licencier ou mettre un terme au contrat lorsque le sélectionneur ne donne pas satisfaction, etc. Plutôt que ce que l'on fait actuellement, où c'est l'État qui est en fait l'employeur du sélectionneur et qui le met seulement à la disposition de la fédération. Lorsque la fédération n'est pas satisfaite, elle n'a pas toujours la possibilité de dire « Ah, moi je ne suis pas satisfait, je voudrais me défaire là ». Maintenant, pour revenir un peu à ce que disait David tout à l'heure, ce n'est pas pour dédouaner Claude Leroy, mais il faut aussi se rendre à l'évidence, c'est que le Togo, contrairement à d'autres pays, ne dispose pas d'un vivier de joueurs de haut niveau qui permettent de mettre en place une équipe nationale comme le Sénégal, comme le Ghana, comme le Nigeria, etc. etc. C'est une évidence. Il ne faut pas le nier.
Et le sélectionneur, il fait avec les joueurs qu'il a. Bon, mais si ces joueurs n'ont pas le niveau, ben ils n'ont pas le niveau. Bon, ils vont apprendre, mais ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le niveau. Alors, quand vous prenez, par exemple, les autres pays. Et quand vous prenez le Bénin à côté, vous comparez les deux effectifs, Bon, ben, quand vous le prenez- Togo est légèrement en avance sur le Bénin, actuellement, Non, mais en quoi? par rapport au niveau des joueurs dont vous parlez là. Non, mais moi, je m'en tiens seulement aux résultats. Mais ça suppose qu'on peut avoir des joueurs, des meilleurs, mais ne pas savoir les utiliser. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que moi, je m'en tiens seulement aux résultats. Est-ce que le Bénin aujourd'hui est classé comment au niveau de la... Au niveau, Le Bénin a 8 points, le Bénin est très non, très... je veux dire, hein, au niveau du classement FIFA, le Bénin est certainement en avance sur nous. Bon, moi, je dis que je m'en tiens seulement aux résultats. Aujourd'hui, on peut dire que le Bénin a de bien meilleurs résultats que nous. Et pourtant, Bon. si on fait la comparaison Avec des deux championnats locaux, moi je voudrais juste prendre la référence. Le Togo est au Toshan, le Bénin, pas le cas. Simplement. Absolument. Pour faire la visibilité en termes de... Non, mais moi, c'est à ça que je voulais amener. C'est que le Togo dispose quand même des structures, des viviers de clubs, hein, pour alimenter. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le championnat qui devrait alimenter l'équipe nationale, directement ou indirectement. Le championnat doit produire des bons joueurs. Vous avez cité Kossi Agassa et Manuel Adebayor, etc., d'autres joueurs. Mais ces joueurs qui sont sortis de notre championnat ne sont pas allés directement à l'équipe nationale. Ils sont passés par l'extérieur. Ils ont mûri à l'extérieur. Donc on les a pris dans notre championnat, on les a pris du championnat et on les a formés. À l'époque déjà, Agassa à l'Étoile Filante était en équipe nationale. Donc il n'avait pas fait le circuit. Autant pour moi. Mais donc, la plupart des joueurs, c'est comme ça. La plupart des joueurs qui sont sortis de notre championnat ont été repérés par des clubs étrangers qui les ont formés, qui les ont... le cas le plus patent, c'est celui d'Adebayor, qui les ont formés, qui en ont fait de bons joueurs. Et ils se sont mis ensuite à la disposition de l'équipe nationale. Or, le problème que nous avons aujourd'hui au Togo, c'est que notre championnat n'est pas pose problème. D'abord, il n'est pas régulier, et puis quand il est régulier, le championnat ne produit pas, notre championnat ne produit plus de bons joueurs, de grands joueurs, peut-être de bons joueurs, mais des joueurs qui ont un niveau pour jouer des grandes compétitions internationales ou pour intéresser des grands clubs à l'étranger, le Togo n'en produit plus. Donc, il faut réfléchir à comment relever le niveau de notre championnat pour que ce championnat produise de bons éléments qui, directement ou indirectement, vont renforcer l'équipe nationale. Bon, c'est ce travail de restructuration-là que l'on pouvait faire, que le sélectionneur peut aider à faire et que nous ne faisons pas. Vous voyez? Donc, alors du coup, c'est vrai, nous avons des joueurs dont certains qui jouent à l'étranger, par exemple, ont la forme qu'il faut pour jouer en équipe nationale, mais d'autres, on voit évidemment qu'ils n'ont pas le niveau. Et ce sont les joueurs eux-mêmes qui le disent. Hein. C'est pas moi qui le dis, ce sont les joueurs qui le disent. Donc, donc il y a ce problème-là. Et quand le sélectionneur parle lui ou je ne sais pas qui, parle de manque de joueurs, c'est une évidence. Il y a des joueurs, mais on n'a pas suffisamment de bons joueurs de grand niveau capables d'alimenter l'équipe nationale, d'avoir une bonne équipe nationale sur la durée. Donc, le problème de la restructuration de notre football. Regardez tous les pays qui nous entourent, même au Bénin. Le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina. Tous les pays aujourd'hui ont des championnats professionnels, ont des ligues professionnelles. Au Togo, on n'en a pas. Au Togo, nous n'en avons pas. C'est-à-dire que notre football est resté un petit football amateur. Donc,
la restructuration à laquelle je pense, c'est celle-là. C'est comment relever le niveau de notre football et pousser vers un niveau professionnel, voyez, et qui nous permet de disposer de très bons joueurs. Alors maintenant, concernant les problèmes de manque de matériel, je suis d'accord avec David lorsqu'il disait tout à l'heure que l'actuel sélectionneur a eu, bon, n'a pas eu effectivement des moyens colossaux, mais comparé à ceux qui l'ont précédé, ben, il a eu plus de moyens que tous les autres sélectionneurs réunis. Et en termes financiers, ben, en 4 ans, comme vous le dites, l'actuel sélectionneur a engendré plus de dépenses que tous ceux qui l'ont précédé depuis, bon, moi je m'en tiens depuis 2006, qui est un repère. Depuis 2006, nous avons eu, à peu près avant Claude Leroy, nous avons eu, je crois, 7 sélectionneurs, depuis Stéphane Keshi jusqu'à Tom Saint-Fit. Donc on a dépassé 7 millions. Voilà. C'est 5, 6, 4, 7. Bien sûr. Et je sais que, et d'ailleurs, je profite pour remercier Madame la ministre qui était là à l'époque, Amouzou Daké, qui a vraiment travaillé sur ce plan-là et qui a accepté de comprendre et qui a compris la nécessité de porter le salaire à l'époque à 7 millions. Ça n'était pas évident à l'époque. Mais Claude, dans les coulisses, on apprend qu'il est à 25 millions minimum. De toute façon, moi je dis que pour offrir un salaire de 7 millions à Tom Saint-Fit, je sais que ça a été la croix et la bannière. Et je sais que Madame la ministre Amouzou Daké à l'époque s'était vraiment battue comme un lion pour nous permettre d'obtenir ça. Ouais. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est totalement ridicule par rapport au montant que vous... Oui, mais 25 millions. C'est vrai qu'officiellement, rien n'a été dit, mais Claude est au-delà de 25 millions. David, moi je pense que dire aujourd'hui, 4 ans après, que c'est des problèmes de matériel, on n'a pas de joueurs, je trouve que ce n'est pas gentle de dire ça aujourd'hui, parce que les résultats, à aucun moment, n'ont donné raison à Claude Leroy. Le dire aujourd'hui, au crépuscule, notamment de ce contrat-là, je pense que ce n'est pas du tout honnête de dire ça. Il fallait peut-être dire ça beaucoup plus tôt. Et pour qu'on voit avec les responsables de la fédération, du ministère, ce qu'on pourrait apporter aux compétitions qui devraient en principe livrer ces joueurs de qualité. Mais ça n'a pas été fait. Depuis ce moment-là, qu'a-t-on fait pour avoir les meilleurs joueurs? Si on ne veut pas se déplacer. Moi, je me souviens, la Zambie n'était pas réellement une référence sur le continent avant son titre avec Hervé Renard. Moi, je me souviens, Hervé Renard se rendait dans les petits quartiers de Lusaka pour aller voir pour détecter les talents. Il allait au match pour voir les championnats. Il allait partout. Là où on joue du football, il est là, il est présent. Moi, il me souvient qu'il a pris un joueur de quartier dont il a fait la promotion parce qu'il lui a trouvé un club pour qu'il maintienne son niveau, pour qu'il grandisse physiquement, techniquement. Claude l'a fait ici aussi. Comment avec les Yabedi, les Josué, Doké, consort. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? On a noyé ces petits talents-là à qui on a sauté des gaps qui sont passés de CP1 en terminale directement. David, qu'est-ce que l'avenir nous réserve finalement? Que faut-il faire pour relancer le football togolais? Vous avez dit en partie je pense les solutions, mais sur la base des résultats que nous avons aujourd'hui, de la présence de Claude. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Bon, le passé, laissons le passé où il est. Mais lorsqu'il n'est pas bien mûri, voilà. Non, on ne tire pas souvent les bons enseignements. Alors, moi je pense que dans l'immédiat, nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde. À partir de juin 2021. À partir de juin 2021. Bon, est-ce que, honnêtement, ça serait une bonne chose de confier la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde
à un sélectionneur qui n'a pas fait preuve des meilleurs résultats au regard des moyens importants qui ont été mis à sa disposition. Vous mettez beaucoup d'euphémismes. Alors, alors, ça c'est la première question. Est-ce qu'il ne faut pas, alors moi je pense, et ça, plutôt que de poser la question, je vais vous dire exactement ce que moi je pense. Moi je pense que, honnêtement, il faut que soit l'actuel sélectionneur de lui-même démissionne, ou que ceux qui l'ont recruté trouvent un compromis avec lui pour qu'il laisse l'équipe nationale et qu'on mette en place un nouveau staff capable de redonner une nouvelle dynamique à l'équipe nationale. Ça, c'est possible. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que je disais tout à l'heure que les problèmes relationnels entre l'État et la fédération créent beaucoup de problèmes. J'en sais quelque chose, j'ai été des deux côtés. Lorsque j'étais ministre chargé des sports, je sais, je jouais pratiquement le rôle de la fédération. Lorsque j'ai été président de fédération, j'ai eu de gros problèmes avec certains ministres chargés des sports. C'est tout à fait normal. Mais ça vient du fait qu'il n'existe pas un cadre, un cadre conventionnel pour gérer les relations entre l'État et la fédération. Et du coup, ça fait que l'État, le ministre veut gérer la fédération comme un département de son ministère. La fédération se retranche derrière son indépendance, l'indépendance avec la caution de la FIFA, pour dire ah non, nous sommes indépendants, nous sommes autonomes, etc. Mais la fédération a quand même besoin des moyens de l'État pour fonctionner. Donc, il faut arriver, donc c'est la deuxième proposition, il existe une convention cadre proposée par la FIFA que tout le monde, que chacun peut adapter. Donc, il faut rapidement que les deux instances, l'État et la fédération, se mettent d'accord pour mettre en place un petit groupe de travail pour réfléchir sur cette convention, pour gérer les relations entre l'État et la fédération et éviter certains problèmes que nous avons connus et qui parfois sont tellement graves que ça démotive les joueurs. Et puis la troisième chose, c'est que il faut restructurer notre championnats. La fédération, nous avons des ligues régionales. Les ligues régionales peuvent s'occuper des championnats locaux. Par exemple, championnat amateur de la Ligue de Cara, championnat amateur de la Ligue du Centre, etc. Que nos ligues régionales et les districts s'occupent du développement du football à la base et des championnats locaux. Et que la fédération se focalise sur l'équipe nationale et les championnats nationaux. Les championnats nationaux, y compris les championnats nationaux des jeunes. Quand vous prenez l'équipe de France aujourd'hui, eh bien, à chaque poste de l'équipe de France, on sait qui sont les candidats jusqu'au moins de 15 ans. Si on prend les moins de 15 ans, on se dit, ah, chez les espoirs, latéral gauche, eh bien, il y a aujourd'hui tel, sont 4 ou 5 candidats potentiels. Donc, à tout moment, le sélectionneur sait qu'il a ce vivier-là. Chez nous, on n'en a pas, parce que nous n'avons pas des championnats qui fonctionnent, et en particulier des championnats nationaux de jeunes. Nous n'en avons pas. Et ça, on ne peut pas parler de construire une équipe nationale dans la durée alors qu'on n'a pas de championnat structuré, on n'a pas de championnat de jeunes, et il faut que notre championnat d'élite tire vers le professionnalisme plutôt que de continuer à végéter dans l'amateurisme. Ce n'est pas bon. David, mot pour conclure, brièvement. C'est juste, d'abord, va falloir aller rapidement en compétition. Et pas oublier non plus qu'il y a la pandémie qui est là. Oui, mais on sait qu'ailleurs, ça se joue avec des mesures
des mesures, des dispositions prises par les autorités de ces différentes Le protocole nations. sanitaire est en cours de réalisation. Bon, Oui. bientôt, ça va. Et je pense que ça pénalise également cette sélection qui doit participer notamment au CHAN, mais qui ne s'entraîne pas. Je ne sais pas comment ces joueurs vont pouvoir disputer la compétition. Et au-delà, je pense qu'on a l'habitude de le dire. Il faut une vision de l'État, un projet de l'État, projet politique vers le sport. Et tout ça à partir du financement. Oui, il est beau ce qu'il dit, que les ligues s'occupent des championnats amateurs et tout, mais il va falloir les financer. Et ce n'est pas avec 10 millions. Et 10 millions promis par et la fédération et l'État. Et qui ne tombent jamais. Mais finalement, qui ne tombent jamais. C'est pour ça qu'il faut une vraiment convention, avancer. une convention pour entre pouvoir la régler tout ça, fédération et l'État. On va s'arrêter là. Antoine Folie, revenez-nous régulièrement lorsqu'il y a des sujets de ce genre. Je suis à votre disposition. Dès que vous m'appelez, je serai là. Si je peux contribuer à expliquer les choses et à faire avancer les choses, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. L'émission des spécialistes achève ainsi. Deux invités en studio, Antoine Folie, ancien ministre des Sports, ancien président du comité de normalisation de la Fédération togolaise de football, et David Assimadi, journaliste et rédacteur en chef de Pyramide FM. L'émission a été mise en œuvre par Romary Fletas. Bon week-end chez vous. On va se retrouver le lundi à partir de 16h.